heure de cérémonie de vente, c'est 59 minutes, 58 secondes d'expérience et 2 secondes de vente où tu passes ta carte de crédit. Tu es traité de tous les noms, à savoir surtout de menteur. On est même allé en Chine vérifier mes méfaits pour trouver des évidences que je mentais. Vous n'avez rien trouvé, évidemment. La liste de tous mes co-traitants est sur le site. On a des qualités de malade. On utilise les mêmes co-traitants que les plus grandes marques au monde. Ça n'a rien à voir ce qu'on raconte avec moindre qualité. Moi, ce que je voulais tenter, en fait, c'est un multiplicateur embarqué de 2. Et celui qui a fait mieux que moi, c'est Romain Desbois. Lui, il redonnait son bénéfice. Une marque qui vend en direct, qui met un .com et qui vend en ligne, va multiplier par 4, 5 son profit. C'est-à-dire c'est 300% de chiffre d'affaires en plus. C'est vertigineux. Thomas, bonjour. Fred, grand plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me tenait à cœur que tu sois le premier invité de ce format long, puisqu'on s'est croisés il y a quelques années et tu as depuis créé une entreprise, une marque d'horlogerie qui s'appelle Bayo, qui porte ton nom. Alors c'est assez disputé le nom. C'est vrai qu'on y reviendra, mais le On y nom est reviendra. assez effectivement disputé parce qu'il a une orthographe assez spéciale. J'aimerais, alors si tu veux bien, que tu te présentes et que tu nous expliques en gros comment tu es arrivé jusqu'à cette démarche de créer une entreprise. Qu'est-ce qui fait, par quelles étapes tu es passé, comment ça s'est construit, comment tu es arrivé à ce jour J où tu as démarré Bayo. Et tout ça en 2 minutes, évidemment. Exactement. Les formats aujourd'hui sont courts. Alors, rien, honnêtement, me prédestinait à créer une marque horlogère. Tout me prédestine à être dans l'horlogerie. Je suis né à Chaux-de-Fonds. J'ai grandi, comme on dit, dans le sérail horloger, avec un énorme amour pour ce milieu. Quand j'étais jeune, petit, je disais qu'un jour, je vendrais des montres dans le monde entier. Il y a vente, il y a horlogerie et il y a international. Et c'est ce que j'ai fait. C'est la carrière que j'ai fait après des longues études en économie internationale, où j'ai eu toute une partie aussi, puis ça m'intéressait d'anthropologie, de sociologie, d'histoire économique. J'étais assistant en histoire économique. Et après voilà, 4-5 ans de petits boulots, trouver ma voie, etc., toujours un peu dans la vente, j'ai mis un pas dans ce cercle assez fermé de l'horlogerie, côté vente. Belle carrière internationale principalement, le genre de gars qu'on croise avec une valise le dimanche soir, qui part à l'aéroport, qui revient 6 semaines après avoir visité 8 pays, ou si c'est pas plus. Et j'ai fait ça pendant 15 ans de ma vie, arpenter le monde pour construire des réseaux de distribution pour différentes marques horlogères suisses indépendantes. Euh, la vie est faite d'imprévus. On appelle ça des fois des accidents, moi j'appelle ça des opportunités. 2 fois dans mon parcours professionnel, une fois avant de rentrer dans l'horlogerie, une fois mon dernier stade d'employé, j'ai été licencié. Je me suis retrouvé face au chômage. Et à chaque fois, c'est des interrogations assez fortes sur ce qu'on fait, sur où on va. La première fois, je l'avais très mal vécu. La deuxième fois, je l'ai pris vraiment comme une opportunité de repenser tout ce que j'étais en train de faire. Et de fil en aiguille, a posteriori, quand on regarde ce qui s'est passé, on y voit une logique assez implacable qui m'a amené à être là où je suis. Quand on est dedans et qu'on avance dans un épais brouillard, on se demande toujours si le chemin est le bon. Il y avait quelques confirmations comme ça qui me semblaient me dire que c'était bien. Mais de fil en aiguille, j'en suis venu à enseigner, donner des cours, des conférences sur ce que je savais faire, c'est-à-dire vendre des montres, la distribution internationale, à questionner ce modèle d'affaires. On aura l'occasion d'en reparler. Et finalement, comme on dit en anglais, talk the talk, walk the walk, c'est-à-dire c'est bien de causer, mais un jour il faut faire, puisque je prêchais et prônais une voie nouvelle, digitale. Je devais être un des premiers à en parler en 2016. Et à un moment, je me suis dit, bon, on va tester. Et en fait, c'est cette volonté de tester, ces refus que j'ai subis, revers que j'ai subis en voulant tester avec d'autres marques, qui m'ont poussé à vouloir tester un modèle d'affaires sans aucune velléité de lancer une marque et qui finalement aboutit au lancement d'une marque un peu malgré moi. Alors aujourd'hui, je m'en félicite et les milliers de clients qu'on a visiblement aussi. Mais en fait, c'est ce qui m'a amené, évidemment, de cet amour pour l'horlogerie à passer de l'autre côté et à devenir quelque part un producteur d'horlogerie, producteur de rêves et quelqu'un qui a permis, grâce à un modèle repensé, de faire différemment ou d'apporter ce rêve à la portée proche de pas mal de gens.
Le marché de l'horlogerie en Suisse, on le sait, a connu voilà, des périodes, C'est des hauts, cyclique, des bien bas, sûr. c'est cyclique, Ouais, effectivement. La crise du quartz, ces choses-là, bien sûr, un peu comme une carrière au final, hein, ce que tu exprimais aussi tout à l'heure, c'est avec ça. des accidents ou des opportunités, tout dépend comment on se place, comment on les voit. Tu parlais de tester tout à l'heure, quelque chose de nouveau. Ouais. Comment ça se passe de tester au quotidien? J'imagine qu'on essuie des refus, on prend un peu des portes. Alors, ça dépend où on se place dans le récit. Est-ce que pour le coup, on parle de cette intuition que j'avais, que je voulais tester auprès des marques? C'est ça la question. Mhm, Euh, alors, mon modèle, je l'ai affiné. On n'est jamais intelligent tout seul, hein, vraiment. Alors, peut-être déjà, je l'ai imaginé, ça vaut la peine de le souligner, chez Créa. C'est ce qui nous lie. J'avais fait ce mhm. cours, ce cycle certifiant, pendant 4 mois, qui avait été pour moi l'épiphanie, vraiment. De comprendre, de sonder à un moment T la profondeur du digital, côté marketing. Euh, et on connaît tous, un peu comme l'Irlande, hein, on pense tous connaître l'Irlande, mais on n'est pas allé. On pense tous connaître le digital, mais on n'est jamais vraiment. Alors, peut-être qu'ils sont allés en Irlande. Hein. Euh, et finalement, en comprenant la puissance du digital à travers ces cours créa, je me suis simplement posé la question, et qu'est-ce qui va se passer quand le digital impactera la distribution? Et si vous voulez, si tu veux, et si vous voulez le public, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai à un moment imaginé un modèle économique vraiment robuste. Hein. C'était 16 heures de cours, un modèle que j'ai présenté dans pas mal d'universités. J'ai été sur le grill pendant 2 heures à la Sorbonne, où ils ont fait venir le gratin du marketing pour essayer de comprendre ce modèle, qui est un modèle robuste. Et du coup, j'ai approché pas mal de marques horlogères en disant, mais voilà, j'ai besoin d'une montre, d'une gamme ou peu importe. Prêtez-moi une gamme, une collection, et on teste un truc. Et là, effectivement, c'était un peu la croix et la bannière. Je me suis trouvé confronté un petit peu au corporatisme, à la tiédeur, au conservatisme ou à la raison, puisqu'il faut être très peu raisonnable pour faire ce que j'ai fait, à la raison implacable, des fois financière, horlogère, qui fait que j'ai eu 25 demandes, 25 refus, pour simplifier. Et là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Soit on s'asseye en se disant, bon, ben, tant pis, ou soit on se dit, comme on dit poliment en italien, va fanculo, je le fais. Et Et c'est ce que je me suis dit. qu'est-ce qui fait que 25 propositions, 25 refus, et qu'est-ce qui se fait que tu te dis, j'y crois, j'y vais quand même? Alors, 25 refus, on peut les classer en différents types de refus. Mhm. Il y a les refus de peur du changement, qui sont quand même assez caractéristiques. On a toujours fait comme ça, a fortiori dans une chose qui est sensible. Il faut savoir que la distribution, c'est le bras des entreprises pour atteindre les marchés. Et au bout des bras, il y a la dernière phalange, c'est le point de contact avec les clients. C'est là où se produit ce moment magique où tous les investissements consentis par une marque, pour dire du stock, investissement marketing, tout ça, se traduit ou se convertit en chiffre d'affaires, puisque quelqu'un de l'autre côté vient pointer son doigt et passe sa carte de crédit et paye. Et donc, à partir de là, justement, la marque gagne de l'argent. Donc, c'est très sensible de toucher à la distribution, parce que tout le reste, en général, qu'on enseigne dans les universités, ça apprend à dépenser du fric. La distribution, en général, on n'enseigne pas, c'est pas par hasard, c'est le seul flux financier entrant. Donc d'aller toucher ce flux-là, c'est quelque chose de très sensible, c'est de dire aux entreprises, on va essayer de changer la manière dont vous gagnez votre vie. Et là, bon, pour le coup, on se heurte à des résistances. Alors il y a ceux qui ne le comprennent pas, il y a ceux qui pensaient qu'un tweet, c'était vraiment un chant d'oiseau, ils ne savaient pas que Twitter existait. X maintenant. Et il y a aussi le phénomène qu'on a observé avec Internet en France, qui était un des derniers pays à vraiment embrasser Internet. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très avancés dans le Minitel et que c'était quelque chose qui marchait très très bien. Un surfeur ne chopera jamais la vague derrière lui puisqu'il surfe cette vague. Donc en fait, les gens très avancés dans une technologie, dans un modèle, sont en général les derniers à adopter le modèle suivant, parce que quelque part, on ne change pas un truc qui fonctionne. Et ce que je proposais, c'est quelque chose d'assez radical, on le verra, c'est ce qu'on appelle un x2. C'est un x2, c'est une multiplication jamais atteinte ni même tentée dans l'industrie où les multiplicateurs, en général, sont très élevés, on y reviendra. Euh, et finalement, mon modèle mettait en porte-à-faux les marques, puisque réaliser ça avec moi, de facto, signifiait aux marques que les produits qu'elles vendaient étaient beaucoup trop chers. Donc, quelque part, elles ne pouvaient pas se tirer une balle dans le pied, voire dans la tête. Et c'est pour ça que j'ai eu pas mal de refus, parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas adopter cette nouvelle posture. Moi, je partais d'une page blanche, c'était plus facile. Les marques ne pouvaient pas.
finalement adopter cette nouvelle posture. Donc, beaucoup trouvaient très intéressant, mais me disaient, bon, on peut simplement pas adopter cette posture-là. Est-ce que si tu n'avais pas été de la fonction commerciale ou un expert de la distribution, est-ce que tu penses que tu aurais pu quand même imaginer ce modèle ou en tout cas croire en ce modèle? Non, clairement non. Euh, Puisque souvent on me félicite justement pour mon approche marketing, je réponds avec beaucoup de respect que je ne fais pas de marketing. Moi, je fais vraiment de la distribution. C'est pas du tout la même chose. S'il faut donner un petit rapprochement par rapport à ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'imaginer un nouveau canal de diffusion, de vente, j'aime bien donner l'image du canal de Panama, qui est une route commerciale. Alors, la couleur du bateau et les sodas qu'on sert à bord, c'est le marketing. Le canal et le bateau qui passe par le canal de Panama, c'est la distribution. Avant 1914, un bateau mettait 21 000 km de New York à San Francisco, par le sud de l'Amérique, le détroit de Magellan, etc. On salue les pingouins, il fait froid, et ça prend long et c'est dangereux. 1914, ces 88 km du canal de Panama permettent de raccourcir le trajet à 8500 km. Donc c'est un avantage commercial énorme. Et moi, c'est cet avantage-là que j'ai été chercher, c'est-à-dire vraiment cette route commerciale qui se traduit simplement en marge. Donc quelqu'un qui n'a pas accès à ça, qui n'a pas accès à tout ce système de marge, finalement, ne va pas pouvoir challenger. Comme le disait une marque horlogère, to challenge the rule, should first master them. Pour challenger quelque chose, il faut déjà le maîtriser. Et maîtrisant très bien la distribution, j'ai eu cette idée que personne n'avait eue, il faut le dire, cet océan bleu, pour pouvoir quelque part lancer mes réformes. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu la spécificité. Il a fallu beaucoup de choses pour arriver finalement à cette tentative que j'ai illustrée, mais finalement qui me dépasse moi ou ma marque. Et on a l'expertise donc distribution et commerciale. Et après, il y a l'environnement. Tu as baigné, comme tu le disais au début, dans l'horlogerie tout petit. Mhm. Je crois que ton papa était dans le domaine horloger aussi. Alors mon père était patron de presse et Mhm. patron du journal local qui avait une grande voix. Évidemment, puis c'est la Watch Valley, on est dans le Mhm. cœur de l'horlogerie, hein. Et mon père, évidemment, était tout le temps associé. Mon père est quelqu'un qui était à la base certisseur. Mhm. Rien ne le prédestinait à devenir rédacteur en chef d'un journal. Mais il avait ce goût justement de la main, mais pas de la plume dans la main, de l'outil. Et donc, il respectait énormément le travail d'outils, le travail des gens qui font. Évidemment, à table, alors moi j'étais un peu occupé avec mes Legos, mais j'écoutais du coin de l'oreille, on avait des Hayek, des Bloom, des Banvard, tous ces gens qui ont façonné l'industrie horlogère d'aujourd'hui. Et moi, je les entendais parler de l'horlogerie côté cuisine, pas côté salon feutré, dans lesquels je faisais de la vente après, mais de ces gens qui font l'horlogerie. C'est vrai que ça m'a donné une profonde connaissance, un profond respect pour l'industrie horlogère. Et puis après, je viens d'un canton horloger. Toute ma famille, mes amis travaillent directement ou indirectement pour l'horlogerie. Et une profondeur que je découvre encore plus profonde que je pensais, familiale. Il y a un Ulysse Bayot qui était un horloger complet au lot en 1870 et on retrouve des Bayot dans l'horlogerie depuis le XVIIIe siècle, à 1700, alors j'attends de voir les dates définitives, très actif. Famille Bayot, d'ailleurs, qui est dans le canton depuis le XIVe, XVe siècle, donc une des plus vieilles familles neuchâteloises. Et donc, toute cette trajectoire, finalement, j'en suis un petit peu l'héritier. Et j'essaie voilà, de le porter humblement et d'amener ma contribution. Donc, oui, héritage familial. Et à souligner quand même, ma mère phénicienne, hein, chrétien d'Orient, donc elle a grandi au Liban. Donc, j'ai du sang phénicien aussi un tout petit peu, négociant. On ne va pas contre son sang, contre son ADN. Donc, évidemment, un amour de l'horlogerie et un amour de la négociation. Très bien. Et si tu veux bien, on se projette au début de Bayo, donc Ouais, vraiment quand tu as lancé l'entreprise. J'avais lu quelque part que tu as décidé de démarrer avec 5 000 francs ouais, en même pas. poche. Honnêtement, avec 5000 Même francs, pas? je devais manger aussi. Donc, Très bien. Et comment on se lance là-dessus de manière opérationnelle? Comment on tente? Qu'est-ce qu'on active? Euh, avec quelles ressources? Alors écoute, la réponse va pas être très représentative parce que euh, au moment où je me suis lancé, je ne savais pas que je me lançais. Donc si tu veux, il n'y a pas, et finalement tant mieux parce que je pense que je ne me serais pas embarqué dans cette histoire si je savais où j'allais. C'est peut-être ça le secret d'ailleurs. Si tu veux, il n'y avait pas cette conscience
ses business plans, tout ce qu'on doit faire avant de se lancer. Moi, ça a été un cheminement vers une conférence que j'ai donnée à Genève au Master Lux, Mhm. qui devait durer 2 heures. Le sujet étant très intéressant, on m'a proposé un jour, 8 heures. L'autre personne s'étant décommandé, c'est devenu 2 jours, 16 heures. Donc j'ai donné ce cours, je l'ai recyclé, je l'ai approfondi, j'ai échangé. Beaucoup d'idées sont venues, c'est ce que je disais, on n'est pas intelligent tout seul. Et finalement, à un moment, de fil en aiguille, ben, les choses se sont mises en place. Mais je me souviens quand j'ai lancé ma marque, j'ai donné une conférence à Genève en 2019, ça doit être en novembre, etc. Et j'avais pris mes montres avec moi et beaucoup de gens sont venus à cette conférence. Il y a 70, 80 personnes. Et pendant 1 heure et demie, j'ai parlé de théorie économique, etc. Et à la fin, pas mal de gens sont venus, alors reconnaissants, sympas. Ils me disaient, écoute, c'est très intéressant ce que tu nous racontes. C'est vraiment un peu bête que tu n'aies pas parlé de tes montres, parce que nous, on est venu pour voir tes montres, mais en fait, tu n'en as pas parlé du tout. Donc, c'est à tel point que pendant 6 mois, une année, quand j'ai lancé, ce n'était pas une marque, j'appelais ça un concept, et ça ne devait pas devenir une marque. Donc, quelque part, je suis un peu emprunté. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 5 000 francs? Eh ben, honnêtement, comme mon père me disait, un jour, j'avais oublié la clé de l'autre côté de la ville, il me disait, ben, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Et du coup, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Donc, quand on n'a que 5 000 francs, c'est-à-dire rien, eh ben, on a des idées, on challenge et on a cet énorme avantage que résumait Sun Tzu. Alors lui, on parlait évidemment dans d'autres choses, hein, l'art de la guerre, ce fameux Mhm. général chinois, qui il y a plusieurs siècles, un millier d'années, expliquait, dans le contexte actuel, c'est un tout petit peu compliqué de parler de ça, mais il expliquait comment, quand on assiège une ville dans l'art de la guerre, il faut toujours laisser une porte de sortie. Et puisque s'il n'y a pas de sortie, ben évidemment, les gens, les femmes qui ont des enfants vont être plus forts que 10 soldats pour se battre parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Et en laissant une porte de sortie, eh ben finalement, les gens auront toujours le doute. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi quand je me suis retrouvé au chômage. J'avais une porte de sortie. On a l'assurance chômage. Ils ont été impeccables avec moi. Ils m'ont d'ailleurs payé le cours chez Créa. Merci beaucoup à eux. Euh, et, et finalement, quand on arrive, on prend ce deuxième pilier pour se lancer. Et quand on arrive au bout du chômage et au bout du deuxième pilier, eh ben là, on est assiégé. Et c'est là que toutes les ressources qu'on a sortent parce qu'on n'a simplement plus le choix. Donc, quelque part, c'est pas très marrant et chouette à personne parce que cette angoisse de se dire, en plus, quand on a maison, enfant, etc., de se dire, bordel, comment je vais faire? Et c'est là où on retrouve toutes ces ressources. Donc, voilà, je pense qu'il faut aller rechercher au fond de soi de la conviction, beaucoup d'inconscience et finalement, ben, l'envie d'aller plus loin et peut-être de faire les choses autrement. Une perle, un coquillage sain ne donne pas de perles. Donc il faut qu'il y ait un petit grain de sable quelque part. On entend souvent, alors tu citais Sun Tzu, hein, qui est souvent repris dans des théories commerciales aussi, Ouais. hein, de stratégie. Et on entend souvent ce que tu décris là et ce que tu as vécu, alors qui ne doit pas être drôle à vivre évidemment, mais ce Bon, truc il y a de pire, hein, mais quand il faut y aller, en fait, quand il n'y a plus de, voilà, il y a plus, tu disais, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus ouais, de ouais. trucs, etc. C'est le meilleur des moteurs parce que on n'a pas le choix, on n'a plus le choix en fait. Bah, c'est là où on va chercher ses ressources. Mm. C'est clair qu'en général, quand on escalade une falaise et qu'on sait qu'on est encordé, c'est pas la même chose que quand on sait qu'il n'y a pas de corde. Effectivement. Et du coup, je me souviens, j'avais fait une fois de la spéléo avec des amis et il y avait un passage vraiment un peu compliqué où on devait passer en fait en dessus d'un gouffre. Il y avait littéralement 10-20 mètres en dessous et ça faisait un moment qu'on était sous terre et on devait en fait marcher des deux côtés de la paroi et se tenir. Évidemment, ben, j'avais peur. Et j'ai dit à cette personne qui organisait, j'ai dit, écoute, ben, moi franchement j'ai très très peur. Il me dit, bah, c'est bien. Parce qu'en fait, c'est quand tu as peur que tu fais attention. Là où finalement tu fais des erreurs, bah, c'est quand tu y vas en disant il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque, et c'est là où tu n'es pas concentré. Mais quand tu as peur, quand tu n'as pas d'argent, tu es très concentré, et ça, c'est plutôt bien. Très bien. Si tu le veux bien, on vient en détail sur ton business model, parce qu'on a évoqué, hein, Bien les sûr. choses Bayo, la marque Bayo et le business model. Alors, ton modèle économique, il repose sur une réduction drastique des coûts de distribution et de marketing, ce Bien que tu as sûr. évoqué tout à l'heure, par rapport à l'horlogerie traditionnelle. Mm. Tu arrives à maintenir des multiplicateurs importants sur tes prix, euh, Ou plutôt très bas. très bas, pardon, Ouais. par rapport au prix, aux multiplicateurs très élevés Mm. sur l'horlogerie. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à tout ça et expliquer aux gens Alors, qui connaissent pas? bien sûr, avant, je vais évidemment, comment dire, c'est une pente très glissante. Donc, Mhm. on va faire attention, on ne va pas pointer du doigt. Et surtout, je pense que ce qui est très important, c'est que il n'y a pas, alors bon, après, on peut
il y a différentes tonalités, on va dire. Dans le multiplicateur, il y en a quand même qui poussent un tout petit peu la moulinette. Mais il y a personne qui fait faux. Il y a personne qui essaie d'arnaquer personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on achète une montre, on paye peu pour la montre et beaucoup pour la commodité de l'acheter. En général, dans les segments dans lesquels je travaillais, une montre à 1000 francs en magasin, la montre coûte 175, 175 pour nos amis français, à produire. 3 aiguilles automatiques Swiss-made, j'espère ne pas me faire trop d'ennemis en révélant un petit peu des secrets de fabrication. Et c'est donc 17,5% de l'équation du problème, alors que la distribution, mon job, c'est 65%, ce qu'on négocie. Donc on se rend très bien compte, en fait, qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement le taxi qu'il faut réinventer, c'est Uber, ce n'est pas l'hôtel, c'est Airbnb, c'est l'écosystème qu'il fallait repenser. Donc évidemment, moi j'étais du bon côté, puisqu'en fait je suis du côté des marges. Sauf que c'était intouchable jusqu'à l'ère du digital, d'où justement la réflexion, parce que ça s'est fait comme ça pendant des millénaires. C'est-à-dire pour acheter la même montre, que ça soit à Genève, à Neuchâtel, à Kuala Lumpur, à Johannesburg ou à Bogota, eh ben, il faut toujours la même chose. Il faut un lieu, il faut un service, donc un magasin, des gens qui vous reçoivent, et il faut les montres. Et toute cette immobilisation financière d'un local qu'on doit louer, des gens qu'on doit payer évidemment, et du stock des millions qui dorment en vitrine, tout ça génère et fait que la montre n'est qu'une petite fraction de ce qu'on paye. Tout le reste, c'est la commodité. Donc, finalement, moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'épurer le plus possible le système. Alors, le système, c'est un multiplicateur pour que chacun puisse manger. Et du coup, je jette la pierre à personne parce que tout le monde, le gars qui a son magasin, il a pris d'énormes risques financiers pour pouvoir offrir cette commodité. Quand on veut, 6 jours par 7, 6 jours sur 7, on peut débarquer dans un magasin et les gens vous attendent. Et il y a certains magasins qui vous attendent depuis toute une vie, en espérant que vous puissiez tu pousses la porte un jour. Et donc, ça, justement, ce modèle-là, c'est un multiplicateur de 7. Alors après, il y a des marques de luxe qui vont à 10, il y en a qui vont à 30. Tant mieux pour eux, il y a des gens qui, en général, ça s'appelle l'effet Veblen, plus c'est cher, mieux c'est. Et plus c'est cher, plus ils ont l'impression d'avoir un truc incroyable. Vrai ou pas. Et du coup, la brèche qu'a ouvert ce canal digital, ce canal du Panama, qui relie les deux océans, alors en vrai le Pacifique à l'Atlantique, mais dans notre exemple, dans notre métaphore, la marque et le consommateur final, sans passer par l'Amérique du Sud, qui seraient les intermédiaires, permet en fait une récupération de marge énorme. Une marque qui vend en direct, qui met un .com et qui vend en ligne, va multiplier par 4, 5 son profit, c'est-à-dire c'est 300% de chiffre d'affaires en plus. C'est vertigineux. Quand on sait que les marques prient pour faire 20% de croissance, quand il y a 300% à se faire, elles vont se le faire. Et donc d'un modèle très riche en expérience, le commerce, mais très vorace en marge, c'est un multiplicateur de 7, donc la plus grande part va dans la distribution. On tombe dans le modèle potentiel du e-commerce, le petit e devant le commerce, qui fait qu'on récupère toutes ces marges de distribution, sauf que personne ne nous voit. Donc le modèle du e-commerce, c'est un modèle très bon marge, mais très mauvais en expérience. Et pour compenser ça, on s'est vite rendu compte, et les pure players, c'est-à-dire les marques qui font que du e-commerce, doivent surinvestir en marketing. Ce qui donne un multiplicateur de 4. Et moi, ce que je voulais tenter, en fait, c'est un multiplicateur embarqué de 2. Et celui qui a fait mieux que moi, c'est Robin des Bois. Lui redonnait son bénéfice, sauf que 2 personnes ne l'avaient atteint. C'est la face nord en claquette, en tong. Personne n'avait jamais tenté ça. Et du coup, peut-être l'exemple le plus simple pour nos spectateurs, téléspectatrices, téléspectateurs, youtubeurs, youtubrices, je ne sais pas comment on dit ça, si vous allez chez votre boucher, vous achetez un bon T-bone steak, vous allez payer cher l'os, vous ne le mangez pas. Ça, c'est la distribution. Ensuite, tu vas payer le gras. Alors, ça donne du goût, c'est le marketing, mais tu ne le manges pas. Certains le mangent, mais bon, en général, on ne le mange pas. Et en fait, tu vas manger la viande. Et moi, ce que je me proposais, en fait, c'était de vendre la viande au prix de la viande. Et si je donne cet exemple, c'est que ce n'est pas une viande différente. C'est-à-dire, il n'y a rien dans ce que je fais qui minimise ou atténue la qualité de mes produits. On a des qualités de malade. On utilise les mêmes co-traitants que les plus grandes marques au monde. Donc, ça n'a rien à voir, ce qu'on raconte, avec moindre qualité. C'est simplement une histoire de multiplicateur. Et donc, l'idée, c'était vraiment de repenser tout ce modèle d'affaires pour atteindre ce x2 et embarquer de facto la distribution et le marketing. Ce que nous, on a appelé
le oui commerce, cette voie digitale entre le physique et le digital, le oui commerce, le petit W devant le e-commerce, oui, c'est nous, c'est l'aspect communautaire et c'est certainement l'objet de ta prochaine question. Exactement, c'est l'objet de ma prochaine question parce que dans ton modèle voilà, que j'ai parcouru, on a la question des affluents d'or. Affluent d'or, Affluents d'or, je ne sais pas si donc je mot prononce bien. valise qui veut dire A, ambassadeur, fluent c'est influenceur, door c'est vendor, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on est en contact direct, puisque les marques, le modèle d'affaires des marques traditionnelles, les marques ne connaissent pas leurs clients, parce que le client des marques, c'est les distributeurs. Les clients des distributeurs, c'est le détaillant. Et le client du détaillant, c'est ce fameux consommateur final. Cette distribution linéaire, tout ce qui a une fin, comme la vie est linéaire. Et si on parle de consommateur final, c'est ça, c'est justement ce truc. Et moi, l'idée, c'était d'arriver à embarquer le client grâce à lui et son bon vouloir, hein, rien de contraignant dans mon modèle, mais pour qu'il puisse ou qu'elle puisse devenir notre ambassadeur, ambassadrice, en parler, donc la diffusion, influenceur, et vendre, vendor. Et donc si on arrive à faire ça, on résout cette équation. Et c'est ce qui m'a poussé justement à essayer de disrupter ces trois coûts fondamentaux de la distribution en utilisant le client, l'affluent door. Très bien. Tu dirais que ce concept d'affluent d'or, ça va un peu à l'inverse de ce qu'on avait dans l'horlogerie jusqu'à maintenant, où on est un peu exclusif, un peu, j'ai envie de dire, Alors, ouais, complètement. ouais. Alors, il faut bien comprendre que le mot exclusif vient du mot exclure. Le Mhm. facteur excluant dans l'horlogerie, c'est le facteur financier. En gros, t'as pas assez d'argent, tu rentres pas. C'est Mhm. et justement, quand tout le monde fait la queue et qu'on n'ose pas rentrer, c'est là où tout le monde a envie de rentrer dans la boîte. Parce qu'on se dit, c'est trop bien, j'y ai pas droit, donc j'ai envie. C'est des phénomènes assez connus, mais voilà, qui marchent depuis très très Des choses longtemps. aussi comme ça dans l'art, dans plein de Dans choses, tout, hein. Ouais, ouais, finalement. ouais, ouais. Donc nous, on fait plutôt de l'industrie inclusive, de l'horlogerie inclusive, c'est-à-dire on n'essaie pas d'exclure les gens, on essaie plutôt de les inclure. Et on est en opposition totale par rapport au modèle qui d'ailleurs a eu ses années de gloire, hein, les influenceurs et les ambassadeurs, etc. Ambassadeurs, c'est des gens qui ont quand même fait des trucs et qui, parce qu'ils sont très connus au cinéma, deviennent les régies d'une marque. C'était les années 80. D'ailleurs, Bloom, qui l'avait lancé avec Basic Instinct, hein, qui avait pris Sharon Stone comme ambassadrice. Je crois 2 mois même avant qu'il sorte le film. Il a eu le nez fin. Et ensuite est venu les gens qui n'ont pas bossé, qui sont connus des fois parce qu'ils sont connus, parce qu'on soit un peu une aberration, et que les marques payent l'un comme l'autre pour dire, moi j'adore cette marque. Mon modèle est totalement opposé puisque c'est, et je le dis avec respect, en fait c'est mes clients qui me payent en achetant ma montre. Et quand ils l'ont fait, ils peuvent parler et j'ai rien inventé d'extraordinaire, j'ai simplement utilisé quelque chose qui marche depuis 10 000 ans, c'est le bouche à oreille. Il n'y a rien de plus puissant qu'un pote, un ami, ton cousin, qui va te dire, est-ce que tu connais tel resto? C'est incroyable. Est-ce que tu es déjà allé là en vacances? C'est tellement sympa. Est-ce que tu as vu tel film? C'est tellement bien. Est-ce que tu veux monter dans ma Tesla? Les meilleurs vendeurs Tesla sont les utilisateurs Tesla. Donc finalement, tout ce qu'on peut partager avec de la passion, on le fait bien mieux, et je le dis avec respect aussi, que quiconque ou n'importe quelle vendeuse dont le job c'est de vendre des montres. Et donc simplement, je me dis, il faudrait que mes clients puissent, s'ils le désirent, en parler. Et, et, et là, je me pose totalement en porte-à-faux, puisque euh, de un c'est mes clients qui me payent, c'est pas moi qui les paye, donc c'est beaucoup plus, quelque part, original leur intérêt, puisque c'est eux qui ont acheté la montre. Mhm. Et de deux, justement, on essaye de redonner le bénéfice, puisque en général, la voie directe permet aux marques de maximiser les marges, sauf que, disons-le, elles se le mettent dans la poche. Ce qui en soi n'est pas correct, parce que c'est des marges qui étaient conçues, des prix qui étaient conçus pour un modèle d'affaires qui rémunérait toute une chaîne d'intermédiaires. On enlève les intermédiaires, mais on garde le pognon. Moi, ça, je ne fais pas. Moi, je leur donne. Et c'est pour ça qu'on a des prix qui sont foncièrement, fondamentalement inférieurs aux autres marques, c'est que simplement, on donne en retour. Et ça, c'est peut-être un peu mon côté prolo de chaux de fond. Voilà, je suis chaux-de-fonnier. J'ai passé 15 ans de ma vie dans les 5 étoiles. C'était très sympa, voyage en business. Sauf que foncièrement, fondamentalement, j'en ai pas besoin. Et comme je l'ai dit au début de l'interview, je sais la valeur des gars qui poussent la lime et qui se lèvent à 6 heures du matin en usine à 6h30 pour faire des pièces. Et ben, tu sais quoi, moi j'ai voulu inventer un modèle d'affaires qui remet au centre les deux vrais acteurs, ils ne viennent pas d'Hollywood, ceux qui produisent des montres et ceux qui payent le salaire de tout le monde et les petites sauteries du SIHH, etc. J'ai nommé le fameux consommateur final.
que maintenant d'ailleurs on invite au SIHH, c'est bien, c'est eux qui ont payé. C'est vrai qu'il y a les journées ouvertes maintenant aussi. Ouais. Et donc c'est clair que je me porte un tout petit peu, je me mets un peu en porte-à-faux. Allez, on est sur un terrain, donc on tacle un peu. Je respecte profondément l'horlogerie, je respecte toutes les marques, et je vis de l'horlogerie. Donc ça serait le pire que je puisse faire, c'est de savonner la planche à toutes ces marques qui me font vivre. On crache pas dans la fondue. Mais malgré tout, bah voilà, j'ai voulu apporter une vision un tout petit peu différente, et ça va bien au-delà de ma personne ou de ma marque. Quand on dit euh, que le sage pointe les étoiles, l'imbécile regarde le doigt. Je traite personne d'imbécile, je ne suis pas le sage, mais il ne faut pas regarder ma marque, il faut regarder le message que ça comporte. C'est-à-dire qu'on peut repenser un modèle d'affaires, qu'on peut redonner de la valeur à celui qui le mérite, c'est-à-dire le client final, et qu'en faisant ça, on peut aussi réinjecter, réinsuffler de la valeur dans l'entrée et le moyen de gamme, cette base de la pyramide qui fait 80% du volume, volume dont on a perdu la moitié en 10 ans. Donc là, on revient sur Hayek, on en a parlé au début. Hayek a repensé l'horlogerie face à la crise horlogère du quartz dans les années 80 en repensant la manière dont on produit une montre, performance industrielle. Moi, je me suis porté en porte-à-faux, plutôt de l'autre côté du spectre, non pas sur la manière dont on produit une montre, mais la manière dont on la vend, puisque c'est là qu'il y a les marges. En repensant la manière dont on vend une montre, on arrive finalement à réinsuffler énormément de valeur dans les modèles d'entrée de gamme. C'est pour ça qu'on trouve nos montres à des prix, je le dis sans provocation, introuvables. Personne ne peut challenger. C'est pas de l'arrogance, c'est mathématique. 1 fois 2, on ne peut pas aller en dessous. Et vous proposez aussi des complications. Je crois qu'il y avait un tourbillon aussi. Alors, Il y a des j'ai choses. 2 bras, ça tombe bien. On a un tourbillon qu'on a lancé à un prix d'appel en dessous de 4000 francs, 100% neuchâtelois. Euh, alors, j'ai été traité de tous les noms, à savoir surtout de menteur. On est même allé en Chine, vérifier mes méfaits pour trouver des évidences que je mentais. Vous n'avez rien trouvé. Bah, évidemment, la liste de tous mes co-traitants est sur le site. Et finalement, un tourbillon totalement Swiss-made qui normalement coûterait de 10 à 20 fois le prix. Il n'y a pas moins de qualité, c'est juste de nouveau une posture ou un modèle économique différent. On a lancé notre chapitre Delta, où là on a innové non pas dans la manière de vendre une montre, mais dans la montre. On a démontré notre capacité à innover avec une complication manufacture qui repense complètement la lecture du temps, un temps triangulaire, un temps qui accélère dans les lignes droites, qui freine, qui vient se nicher pour un petit moment, pour une demi-heure, et qui repart dans l'autre sens. Donc une danse nouvelle du temps. Et on a 3 nouvelles complications et mouvements manufacture qui sont dans le pipe qu'on va sortir, démontrant de un qu'on est sérieux, c'est pas juste un coup d'essai, et de 2 qu'on peut aussi faire de l'horlogerie inclusive, de la belle horlogerie, c'est la mission qu'on s'est donnée, démocratiser la très belle horlogerie et permettre de mettre le pied à l'étrier à beaucoup de gens qui s'en sont détournés et aujourd'hui vont plutôt pour des Apple Watch. Et nous, on veut que pour le prix d'une Apple Watch, on ait des magnifiques montres Swiss-made automatiques. La marque justement Bayo, il n'y a pas longtemps, j'étais invité à une conférence et j'ai parlé de ta marque, de la marque Bayo. Et la personne en face m'a dit, mais d'ailleurs, ça se prononce comment? Parce que moi, je disais Bayo. Le fameux... Il y a eu un choix particulier dans la création de cette marque. Tu Ouais. as décidé de l'orthographier d'une manière assez spéciale. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, la vérité, c'est que, comme je t'ai dit, si tu veux disrupter une économie, il faut un modèle, il faut s'en prendre au coût. Donc les 3 coûts fondamentaux qui justifient en général 2 tiers du prix, c'est la distribution. Et la distribution, c'est un lieu, un service et un stock. Donc il me fallait un lieu et j'ai réinventé le point de vente. Au lieu de mettre POINT, c'est POING, ou le poignet de vente. Donc c'est un lieu qui va permettre une vente, un point où la vente peut se faire, sauf qu'il est mobile au poignet de mes clients. Et je ne le paye pas, c'est eux qui ont acheté la montre. Ensuite, il me fallait un service, c'est-à-dire il fallait que les gens parlent de ma marque. Euh, alors que la montre fasse 44 mm, 42 mm, ça, un site internet le fait très bien. Mais le storytelling, ce qu'on va raconter, c'était important. Et en ayant mes premiers samples au poignet, je me rendais compte, la première question que les gens me posaient était invariablement la même, c'est quoi la marque? Alors je me suis dit, si on pose cette question à mes clients et qu'ils sont incapables de répondre, c'est quand même bizarre de porter une montre sans savoir quel est le nom de la marque. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un truc le moins prononçable possible. En gros, concrètement, Fred, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 11 heures du soir, sur un vieux Photoshop que j'avais, j'ai bidouillé un logo en me marrant, en me disant qu'est-ce que je peux faire pour rendre ce truc le plus imprononçable possible. Et l'anecdote est vraie.
quand, surpris par le succès du lancement, après un mois ou deux, j'ai atteint 100 000 francs de chiffre d'affaires. Je me dis, bon, quand même, faut que je crée une marque, que j'aille déposer, donc créer une SARL. J'étais chez la notaire et à un moment, elle me dit, c'est quoi le nom? Qu'est-ce qu'on enregistre? Et je te jure, Fred, je ne savais pas. Donc moi-même pris à mon propre jeu, alors elle m'a dit, bon, moi c'est 300 balles de l'heure, prends ton temps. Donc du coup, je me suis décidé, BA 111 OD. Je ne savais pas si c'était un 0 ou un O, et pas de marque, pas de marketing, donc une partie des frais en moins. Et justement, rendant imprononçable ce mot, je voulais que mes clients, quand on leur dit c'est quoi la marque, ils disent, écoute, je ne sais pas. Par contre, je sais que c'est un gars qui a voulu réinventer la distribution. Et là, on fait le storytelling. C'est un objet. Mais l'objet a une profondeur, et si on connaît cette profondeur, il y a le why qui est important, et quand on connaît les valeurs qu'il y a dans ma marque, c'est là où les gens réellement, non seulement aiment le modèle, mais en plus ont envie de passer la balle plus loin. Et le troisième, qui est le stock, la montre en tant que telle. Alors mes clients ne vont pas enlever la montre à la donner à leur pote. J'ai utilisé là du trading, qui fait qu'un trader qui achète 500 tonnes de blé, on ne va pas lui livrer devant son palier 500 tonnes de blé, il a un droit sûr. Donc, quand tu acquiers une de mes montres, tu as des droits de recommandation. Et tu ne vends pas l'objet, tu vends le droit de l'acquérir. Ce qui décorrèle, en fait, une chose très importante. Quand on est dans un point de vente, il faut repenser les choses qu'on dit avec habitude, mais en fait, qui sont complètement fausses. Un point de vente, une heure de cérémonie de vente, c'est 59 minutes, 58 secondes d'expérience et 2 secondes de vente où tu passes ta carte de crédit. En fait, on l'a vu pendant le Covid, tu peux très bien acheter sans aller dans un point de vente. Sauf que ça nous manquait. Et ce qui nous manquait, c'était précisément ce qui fait la vraie valeur d'un point de vente aujourd'hui, ce n'est pas la vente. Ça, c'est la sanction financière qui est le but de l'opération. Ce qui est vraiment important, c'est l'expérience. Et donc, dans mon modèle, j'ai décorrélé la vente de l'expérience. Et finalement, ce nom exprime justement ça. Mais il va plus loin. Il exprime aussi, de par la police de caractère, quelque chose de très traditionnel, d'où la distribution traditionnelle. Et avec des 0 et des 1, on a le code binaire, qui est le digital. Donc, dans mon nom, j'ai voulu recréer cette expérience phygitale entre une police physique traditionnelle et digitale. Et puis après, il y a encore un troisième truc, mais là, du coup, ça va me prendre un peu plus long, et je ne vais pas le faire, on le retrouve sur mon site. Les fameux 10h10 auxquels toutes les montres sont accordées sur les publicités. Nous, on a 1 heure d'avance, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la couronne à 4 heures, quand tout le monde est à 3 heures, on est déjà 1 heure en avance sur l'industrie. Nous, on est à 11h10 dans notre logo. Et en fait, quand on comprend qu'entre 10h10, il y a 4 heures en haut, 8 heures en bas, on a le ratio 1 tiers, 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers distribution, 1 tiers la montre. Et dans ces 4 heures qui restent en haut, on a 2 heures de prod, 1 heure de bénéfice et 1 heure de marketing. J'ai enlevé la distribution 8 heures, j'enlève le marketing 1 heure, donc on se retrouve à 11h10 et on retrouve la logique de ma marque dans ce BA 1110D ou BA 111OD qui est la définition officielle. Très bien, tout ça entre un dimanche soir devant un vieux Photoshop et un Exact. rendez-vous Et avec le notaire. pas mal de moments, 2-3 heures du matin, en général, c'est où je suis inspiré. Après, si on arrive à se rendormir, c'est pas mal, des fois pas. Et ça, c'est un peu embêtant. Très bien. On a beaucoup parlé de Phygital, hein, donc tu évoquais Ouais, cet aspect physique et digital. ouais. Donc il y a la communauté avec le digital et puis il y a l'expérience de vente que tu évoques plutôt en physique. Comment ça s'équilibre tout ça? Comment c'est organisé? Alors, bon, ce qui prime d'abord, c'est le pragmatisme. Et de deux, je dis avec humilité, c'est un modèle que j'ai voulu tester. Et le test continue. Le but, c'est d'avoir le meilleur modèle possible. Quand j'ai lancé ce projet, en fait, je voulais forcer le physique dans une vente digitale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acheter ma montre autrement qu'en passant par quelqu'un qui vous cédait un droit, donc que tu devais rencontrer en général, ou en tout cas par téléphone, etc., etc. Et donc, au début, on était obligé de passer par une rencontre physique pour pouvoir acheter en ligne, en digital. J'ai poussé l'expérience un peu plus loin lors du lancement de mon deuxième chapitre. Il fallait, pour l'acheter, aller dans un certain lieu, acheter un gâteau au chocolat, sur lequel j'avais fait, par sucre et différence de couleur, un QR code. En fait, il fallait scanner un gâteau au chocolat, qui du coup, si tu achètes la montre, était offert. Et pour acheter une montre, tu devais manger un gâteau au chocolat. Je me suis fait mon kiff, et je voulais démontrer justement qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans le phygital. Euh, j'ai ouvert un tout petit peu ou desserré
le modèle, une fois à la caisse de la Migros, ou pour la 26 millième fois en 20-30 ans, on me demande si j'ai ma cumulus, je n'ai toujours pas. Et j'imagine les caissières me dire, bon, ben, tu ramènes tes affaires et puis tu ne peux pas acheter. J'aurais trouvé ça franchement déplacé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi j'impose ça à mes clients? Donc je me suis dit, bon, le client est roi, et s'il veut acheter en ligne, certains m'ont dit, bon, nous, ton truc Herbalife, on s'en fout. Respect pour Herbalife, ça n'a rien à voir, c'est pas Tupperware, c'est pas pyramidal, mais les gens, des fois, peuvent le percevoir comme ça. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, on va laisser le choix. Donc, si tu veux acheter en e-commerce, très bien. Honnêtement, toi et moi, vu qu'on redonne des points quand les gens recommandent, points qui donnent droit à des montres gratuites, des voyages, des trucs, bah, moi, je gagne plus si les gens achètent en direct. Donc, je serais bête Donc, j'ai ouvert le truc. Et, euh, et là, on va même beaucoup plus loin dans la réconciliation du digital et du physique. C'est que je suis en train de boucler la boucle de ma démonstration. Le livre était écrit dans ma tête, hein, c'est pour ça que je ne lance pas des collections, j'appelle ça des chapitres. Le livre était déjà écrit dans ma tête. Et la conclusion, c'est ça, c'est qu'on retourne dans le retail. J'arrive de Bruxelles, on va ouvrir la semaine prochaine un magnifique point de vente, on aura un autre dans la foulée à Paris, et on en aura d'ailleurs demain peut-être à Rome, Singapour, Taipei, etc., etc. On retourne dans les magasins, alors que justement, beaucoup de gens ont décrié mon modèle en disant, tu es le bourreau du retail et tu fermes les magasins. Non, on peut d'ailleurs aujourd'hui, Watchmaker United, juste derrière le jardin anglais, aller à Genève admirer mes montres et les acheter, comme dans un point de vente normal. Et là où, quelque part, ça devient incompréhensible, c'est que je n'ai pas augmenté mes prix. Et là, du coup, bon, plus personne ne comprend rien, mais ça, c'est pas grave. Moi, mes mathématiques, ça marche. Mais justement, je veux offrir le luxe au client de choisir s'il veut une expérience en magasin, s'il n'a pas le temps, il ne veut pas s'encombrer, il achète en ligne, ou, et c'est souvent le cas encore, une rencontre informelle avec un ami dans un restaurant. Ah, c'est quoi, elle est chouette ta montre, c'est quoi ce triangle, c'est quoi cette marque, je ne sais pas comment on prononce, blablabla. Et ah bah tiens, tu peux l'acheter. Et on a, d'ailleurs on est très fiers, première marque au monde à avoir des verres connectés. C'est-à-dire, il suffit de poser ton téléphone sur la montre, c'est invisible, c'est scellé dans le verre, technologie offerte par Stis. En fait, tu peux directement poser ton téléphone et acheter la montre à ton pote à table, sur un coin de table en train de manger des spaghettis. Tu peux directement, ça devient le point de vente, le poignet de vente. Et la technologie permet justement d'avoir cette réplication. Donc, finalement, on mélange les fameuses expériences, ce fameux omni-channel qui est si vertueux en marketing, parce qu'on entend mieux en stéréo qu'au mono, donc plus on divise les canaux en marketing, mieux c'est, mais qui est si cruel et fausse en distribution, parce que jusque-là, l'omnichannel, en fait, c'est la guerre des canaux. Plus on divise en marketing, plus on s'améliore, mais plus on divise en distribution, plus les canaux vont s'affronter, puisqu'il y a un seul poignet à conquérir. Là, l'omnichannel que nous, on offre à nos clients, c'est un omnichannel vertueux, où quelque part, tout le monde est en harmonie, et personne n'est réellement en concurrence, parce que finalement, tout le monde touche sa marge, le client, le point de vente, point d'expérience, et nous. Il y a des gens qui disent que tu es le bourreau du commerce physique, des gens qui disent voilà, que tu malmènes les tourbillons. Enfin, ça fait beaucoup d'ennemis au quotidien, ça, non? Ouais, c'est bien d'avoir des ennemis. Ouais. Écoute, c'est la même chose quand c'est que tu sais que j'ai compris que mon modèle était bien, bah parce que personne n'y croyait. Et si tu veux, tu ne peux pas déranger quelque chose d'établi, a fortiori, troisième économie exportatrice, industrie exportatrice, hein, l'horlogerie. Si tu déranges personne, c'est que tu n'as rien fait de faux ou tu n'as rien fait de bien. Donc, bourré du retail, ben, on y retourne. Alors, j'aurais envie de te dire, avec sympathie, le e-commerce n'a pas attendu Bayo pour poser un sérieux problème aux détaillants. Mhm. Et encore, a fortiori, nous, on retourne dans le retail avec des marges qui sont totalement respectueuses des gens qui offrent ce service-là. Donc finalement, là, un, démenti complet puisqu'on peut retourner dans le retail. Et de deux, démocratiser le tourbillon. Alors, j'ai envie de te dire, Fred, euh, 1000 francs, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de monde. Mhm. On l'oublie. Mhm. Et parce que justement, l'industrie horlogère aujourd'hui flambe, on vient de passer 25 milliards, alors que les quantités fondent comme neige au soleil. C'est un magnifique cerisier en fleurs derrière, devant une forêt en feu. Mhm. Donc tout le monde se félicite de ce cerisier qui a quelques branches, qui sont les branches qui tirent en avant toute l'industrie horlogère en termes de chiffre d'affaires, c'est très bien. Mais quelque part, pas tout le monde a 100 000 balles à claquer dans une montre. Mhm. Heureusement qu'il y en a, qu'il y a des clients, Olivier Muller chiffrait à 24 000 personnes qui, de manière récurrente dans le monde, achètent plusieurs montres à 100 000 francs.
C'est ces gens-là qui tirent toute l'industrie en avant. Merci à eux. Et merci d'acheter les marques de luxe. Sauf que, bah, il ne faut pas oublier tout le reste. Les 99,999% de la population dont je fais partie, pour qui 100 000 francs, ce n'est pas tellement atteignable. Et il faut aussi adresser quelque part des montres à ces gens-là. Moi, ce que j'ai voulu démontrer, justement, c'est qu'on pouvait offrir de la très belle horlogerie, voire même un tourbillon, sans compromis sur la qualité. On a des qualités de malade dans nos tourbillons. Tout est anglais, on est en titane grade 5. Il y a vraiment du très très lourd, 105 heures réserve de marche sur un barillet, mais à des prix justement démocratiques. Et finalement, ben, de rendre la chose un peu plus accessible, un peu plus inclusive, je ne pense pas que ça soit mal. J'ai franchement pas l'impression en faisant ça de faire du mal au grand nom de l'horlogerie. Au contraire, j'ai envie de te dire, sans dévoiler des noms, beaucoup de gens qui bossent dans ces marques achètent mes montres. On vend à 70% dans la Suisse romande et beaucoup, on est la marque qui vend beaucoup à des horlogers qui adoptent nos montres. Bah, ils savent en gros combien ils devraient payer, donc ils sont très contents de l'acheter chez nous. Et finalement, je ne pense pas qu'on fasse du mal à l'industrie, au contraire, on permet justement à pas mal de gens qui avaient renoncé de renouer. Alors c'est ce que M. Biver disait avec de l'Apple Watch, ben, ça va remettre des montres au poignet des gens, ben, c'est ce qu'on essaie de faire. Après, on n'est pas encore à des quantités qui vont faire de l'ombre à personne. Mais c'est vrai que de se reposer la question, et oui, on challenge, mais finalement, ben, c'est bien. On est dans une industrie qui doit se remettre en question. On est à une bifurcation et d'avoir des gens comme moi, mais certainement pas mal d'autres aussi, qui permettent de questionner ce modèle et de le raffermir, ben, je pense que c'est pas mal. Quels sont les projets à venir pour Bayo? Alors, déjà, j'ai dû me décider à ce que ce soit une marque. Ça, c'est bon. Ça fait 2 3 ans que je me suis dit, bon, C'est fait, tant c'est acté. tant qu'à faire, on va y aller. Là, du coup, maintenant, on a vraiment créé une vraie marque avec des collections. Ça, c'est fait. On est en train maintenant, on va travailler en plus en profondeur les collections. Et puis, on va maintenant ben, commencer de ce qu'un journaliste ça va appeler un des secrets les mieux gardés de l'industrie horlogère. On va commencer un tout petit peu de le révéler, c'est-à-dire de sortir des frontières. Et là, moi, je suis content. Je retourne dans mes premiers amours. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, production, finance, RH, tout ça, c'était pas mon job. Mon job, c'est ce que je commence de refaire avec plaisir, c'est-à-dire de reprendre mon bâton de pèlerin et de partir diffuser la marque et la faire connaître. Donc, Bayo BA100OD, dans l'avenir, d'ici 4 5 ans, c'est triplement du chiffre d'affaires, c'est triplement probablement de la quantité, et puis d'arriver à être une marque un peu plus globale, connue. Euh, et si la question suivante c'est jusqu'où ou quel est le but, je te renvoie à la fable de l'homme d'affaires et du pêcheur, le fameux homme d'affaires américain qui débarque sur une plage parce qu'il est sorti, il s'ennuie dans sa session. 3 heures de l'après-midi, il va se promener sur la plage, sur la main, il s'assure sur une barque, il réveille le pêcheur, ils engagent la conversation. Ah, t'es pêcheur, ouais, et toi, homme d'affaires. C'est quoi un homme d'affaires? Ah, bah tu vois, là tu fais ta sieste, bah tu devrais retourner pêcher. Tu ramènes des poissons le soir, encore plus frais, tu les revends, tu accumules du bénéfice, dans 2 semaines, tu engages quelqu'un, tu as assez de finances pour le payer, donc du coup, tu auras encore plus, tu vas plus loin, tu achètes une plus grande barque, etc., etc., un chalutier, tu rachètes tes concurrents, ah, trop bien, et à quoi ça sert? Ah, bah, d'ici 5 ans, tu es riche, tu vas au bureau le matin, et puis tu fais tac-tac, tu signes 2 3 trucs, tu bois un café, et puis après, l'après-midi, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu peux même faire une sieste. Et le pêcheur lui dit, mais je fais déjà la sieste l'après-midi. Donc c'est bien de croître jusqu'où, je ne sais pas, honnêtement, c'est une marque qui s'invente au fur et à mesure qu'on avance. Maintenant, c'est une invention et une aventure plurielle, hein. On est 10, 9 collaboratrices, collaborateurs qui sont très impliqués. Je les en remercie. Et l'idée, c'est vraiment de se développer, mais de continuer, d'honorer la promesse, belle horlogerie inclusive, de démocratiser l'horlogerie suisse et de continuer de le faire en se marrant. Et une petite dose d'inconscience qui est celle qui a caractérisé le lancement. Donc vraiment, l'idée, c'est ça. C'est de se développer, c'est de rester fidèle à mes valeurs. Et c'est pas parce que je me fais engueuler par tout le monde parce que je devrais doubler mes prix et que le succès étant, on se dit, ben, je vais essayer de gagner un peu plus. Non. L'idée, c'est toujours de garder une philosophie et de donner en retour, qui est la base un peu éthique de ça. Par contre, quand on parle de Robin des Bois, je ne vole pas aux riches, je vole personne. Je crée de la valeur autrement et je ne vends pas qu'aux pauvres. Il y a plein de gens qui viennent même d'ailleurs chercher leur tourbillon Ferrari à la Villa Castellane à Neuchâtel. Des gens qui ont des marques de luxe, d'ultra luxe, mais qui me disent, tu sais quoi, moi je ne bois pas l'étiquette, je bois le vin et cette bouteille-là, j'ai très envie de la boire.
Une petite question, une dernière petite question, parce que l'heure tourne, j'ai Hmm. envie de dire, sans mauvais jeu de mots. En triangle. Euh, on a face à nous aujourd'hui, j'ai face à moi, quelqu'un qui a entrepris Ouais, et pour qui ça se passe bien, qui construit vraiment, réellement, qui est parti voilà, de pas grand-chose, d'une idée en fait, ouais. avec 5 000 francs en poche. On croise tous les jours, moi je croise tous les jours des gens qui ont des projets, des envies de créer quelque chose, Mhm. d'entreprendre. On en croise souvent, je pense que tu en connais aussi dans ton environnement. Beaucoup me contactent, j'avais beaucoup de temps à leur accorder, j'en ai malheureusement, je m'excuse, de moins en moins. Ouais, Je suis j'imagine. obligé de me préserver un petit peu. J'imagine. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, là, si tu avais 2 minutes, pour partager quelque chose à quelqu'un qui a un projet ou une envie de projet ou une envie d'entreprendre? Alors, bien comprendre les motivations de le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, à la base, c'est vraiment pas facile. C'est être écorché vif, c'est vivre avec, et je suis encore dans cette phase-là, se dire, je sais pas comment, je sais pas, le mois prochain, je sais pas. Alors, au début, on ne sait pas le jour d'après, ensuite, on ne sait pas la semaine d'après, maintenant, c'est le mois. D'ailleurs, en général, quand on est employé, c'est 3 mois de dédic, donc on a l'illusion que tout va bien, mais on ne le sait pas non plus. Mhm. Mais il faut accepter quelque part ça. Il faut bonne dose d'inconscience, être très concentré, bonne dose de persévérance. Les choses, c'est un travail d'agriculteur, il faut planter, il faut fermer, il faut arroser, il faut attendre que ça pousse. Les choses ne se font pas en un jour. Et je pense que ce qui est juste, c'est il faut trouver le bon équilibre entre l'entêtement, parce que rien ne se fait du jour au lendemain, donc continuer, mais faire attention de ne pas s'entêter en pensant que l'entêtement est la vérité, parce qu'on peut aller très très loin dans des impasses, et du coup, en général, c'est la théorie de l'ascenseur. Ben, plus tu attends, plus tu dis merde, ben, je vais encore attendre parce que j'ai déjà attendu très longtemps. Il ne faut pas attendre trop longtemps si on se rend compte que c'est pas possible. Maintenant, ne pas avoir d'argent, ben, je pense que c'est bien, ça donne justement d'autres choses. Et et il y a forcément des hauts et des bas. Et le fait justement de ne pas pouvoir noyer ça dans des mannes financières, je ne sais pas si tu connais bah, la réalité. Quand tu vois une chenille qui est dans son cocon en train de se débattre pour devenir éclore en papillon, l'erreur, c'est d'enlever le cocon et de libérer la chenille. Parce qu'en se débattant, la chenille, elle va muscler ses ailes. Et c'est ce qui va lui permettre de voler après. Si tu as trop d'argent, si tu as trop d'aide, etc., bah, tu vas y arriver, sauf que quand vraiment tu vas devoir voler, bah, tu risques de pas avoir assez de muscles. Donc oui, il faut se frotter, il faut se créer une carapace, il faut avoir le cuir assez épais, être indépendant, c'est difficile et avoir quand même des bonnes doses de connaissances financières. Parce qu'au-delà de tout le romantisme, quand on parle d'industrie horlogère, les gens voient des montres, l'horloge, et ils oublient l'industrie. Et c'est, comme tout business, une histoire de sous. Donc il faut bien maîtriser cet aspect-là. Thomas, je te remercie infiniment d'avoir fait la route depuis Neuchâtel pour venir nous voir à Genève aujourd'hui, Terminé en trottinette en plus. en trottinette en Mon plus, outil. une arrivée sur 2 roues, et je te souhaite le meilleur pour la suite et j'espère qu'on se revoit bientôt. Merci beaucoup, toujours un énorme plaisir et merci de m'avoir donné cette opportunité. Et à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, d'avoir pris le temps de le faire. Merci Thomas. Merci.